Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 décembre et la fin d'année se joue ici sur les indices. Sans plus attendre, je vais démarrer cette émission afin que nous puissions aborder le sommaire. Avant toute chose et comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques, sur le caractère informatif de cette vidéo, les contrats pour la différence. Je vous laisse en prendre note. Donc, la fin d'année se joue ici. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Je vous dis cela parce que le mois de décembre est court. Le mois de décembre est généralement un mois où il n'y a plus de volume à partir du 20 décembre puisque les opérateurs partent en vacances. Les fonds d'investissement coupent leur position avant de retrouver leur famille, comme tout le monde. Et donc, il y a beaucoup moins de volume à partir du 20 décembre et la plupart des mouvements se font donc pendant les 3 premières semaines. Néanmoins, ce que l'on peut constater en moyenne tous les ans depuis 15 ans, sauf en 2014 où ça a été un peu particulier en début de mois de décembre. Autour du 10 décembre, on a un phénomène de soutien du marché qui est communément appelé le rallye de Noël. Voilà. En fait, c'est parce que les opérateurs sont moins présents, il y a moins de vendeurs, il y a moins de liquidités et donc le marché a pour habitude de monter un petit peu tout seul. À moins qu'il y ait vraiment une annonce particulière, un phénomène climatique ou autre. Je vous dis que la fin d'année se joue ici parce qu'en fait, on a eu Mario Draghi qui nous a parlé hier, qui a augmenté en temps son quantitative easing, qui a augmenté les instruments que la BCE pouvait acheter, mais qui n'a pas tout donné. Il a décidé de garder des cartouches dans sa poche, il a décidé de ne pas augmenter le quantitative easing et de ne pas donner au marché tout ce qu'il souhaitait. Il faut que vous voyez un petit peu le marché comme un enfant. Le marché boursier, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il montait, qu'il était très soutenu, que les opérateurs anticipaient un Mario Draghi tel un Père Noël qui allait distribuer du quantitative easing à revendre. Mario Draghi a décidé de rester dans son rôle de banquier central, d'agir, mais dans des proportions gardées et d'attendre le début de l'année 2016 pour pouvoir étudier la situation et potentiellement augmenter le quantitative easing à nouveau. Alors bien évidemment, tout cela, ça a fait redescendre le CAC 40 et le DAX, très violemment. Mais nous allons le voir ensemble. Est-ce que cette baisse n'était pas tout simplement à la hauteur de la hausse précédente ? Est-ce que les investisseurs n'avaient pas trop anticipé une très bonne nouvelle de la part de Mario Draghi ? Avons-nous donné des signaux baissiers de moyen terme de par la baisse d'hier ? Je ne pense pas. Sommes-nous sur des zones de soutien majeures ? Je le pense et je le vois. Avons-nous des chiffres économiques d'importance ce jour ? Oui, nous avons le chômage mensuel américain cet après-midi. Que peut-il se passer donc ? Certes, si ça se passe mal, on peut faire -2, casser les supports et se mettre en danger pour la fin de l'année. On peut aussi rebondir tel un élastique sur le support de moyen terme et repartir à la hausse très rapidement, auquel cas la séance de baisse d'hier aura été un nettoyage. Et pour en revenir aussi dans les grandes lignes sur la paire euro-dollar, eh bien la paire euro-dollar c'est très simple, elle avait baissé pendant 2 mois de 1000 points. Les opérateurs avaient anticipé, les plus prudents sont sortis avant les statistiques, ont encaissé leur vente et le marché est allé exploser tous les autres. Voilà pourquoi j'explique très souvent qu'il faut éviter d'être en position avant des statistiques majeures. Comme d'habitude dans cette matinale, nous verrons ensemble les news, les résultats d'entreprise, les décalages, les annonces, le calendrier éco, puis nous passerons en revue des actifs sur la plateforme. Donc au niveau des news, Mario Draghi a lancé un QE1 amélioré et non pas un QE2 maximum. Les marchés respirent violemment début décembre, tout comme en 2014. Le phénomène rallye de Noël débuterait, c'est du conditionnel, autour du lundi 14. Ça peut très bien être le jeudi 10, comme ça peut être le lundi 14. Au niveau des entreprises, on a passé la saison des résultats, donc maintenant il ne reste plus de publications, mais il peut y avoir des relèvements de notes de la part de brokers, il peut y avoir des contrats signés, il peut y avoir des changements de politique ou des changements de président. Alors, ce qui s'est passé là aujourd'hui, c'est qu'on a AXA qui a présenté son ratio de solvabilité et le marché l'a salué. C'était ce matin des titres du CAC le plus fort en hausse.
en plus forte hausse. Derichebourg présentera ses résultats annuels ce soir, donc il y a bien quelques sociétés qui vont encore publier des chiffres. Renault avance dans les négociations, donc c'est Carlos Ghosn qui a dit ça dans le Figaro, en vue du conseil d'administration du 11 décembre. Et puis Technip a signé un contrat de plusieurs dizaines de millions avec Unipetrol, société tchèque. Alors je dis plusieurs dizaines de millions, en fait ce sont des contrats one-shot entre 50 et 100 millions et il est susceptible d'en avoir plusieurs. Donc c'est un beau contrat. Au niveau des statistiques hier, alors au niveau des statistiques, on a eu un PMI anglais très bon à 55,9, supérieur aux attentes. D'ailleurs, on va regarder la livre ensemble. Je vous avais montré lundi en début de semaine à 1,4950, un support majeur. J'en avais parlé sur TV Finance également. Et la livre a touché ce support et a explosé de 200 points hier. Voilà, le support était extrêmement propre. L'ISM non manufacturier US est sorti hier à 55,9 contre 58,1 attendu. Donc le chiffre étant inférieur aux attentes, ça a mis la pression sur le dollar, encore plus qu'elle ne l'était. C'est ça qui a fait que l'euro-dollar s'est vraiment envolé plus que de mesure et qu'il est monté jusqu'à 1,10. On est passé de 1,5 à 1,10. On appelle ça un rachat de short massif. Il y a peu de gens sur le marché, il y a peu de liquidité. Le marché arrache tout à la hausse. La statistique de 16 heures est venue enfoncer le clou. Et c'est comme ça qu'on est passé de 1,5 à 1,10. Ça ne veut pas forcément dire que l'euro-dollar va faire un double bottom de moyen terme sur 1,05 et repartir à la hausse. Ça veut tout simplement dire que, tout comme je vous l'ai expliqué, les opérateurs ont vendu anticipant la BCE, ils sont sortis avant les chiffres et puis les chiffres ont éclaté les vendeurs restants. Voilà, les vendeurs qui étaient restés en position pour les chiffres économiques. Ça peut leur servir de leçon, je pense. Les stocks de gaz sont ressortis hier, ils sont ressortis bien inférieurs aux attentes, mais la réaction est mitigée. On a juste une tenue du support sur le gaz et pas forcément de hausse pour le moment. Alors cet après-midi, au niveau des chiffres, 14h30, tout se joue, et après c'est le week-end. 14h30, on a l'emploi canadien, l'emploi US. Alors l'emploi US, les non-farm payroll, ou NFP, ce n'est pas juste en fait le chiffre de l'emploi. C'est trois composantes importantes. Le nombre de demandeurs d'emploi, la rémunération horaire, est-ce que les salaires montent ou pas, et le taux de chômage. Des fois, on verra des chiffres inférieurs aux attentes en nombre de créations d'emplois, mais on verra un taux de chômage qui baisse. Donc ce sont les trois facteurs à prendre en considération quand vous étudiez les chiffres du NFP. Et en plus de cela, à 14h30, mais d'une importance moindre, on a la balance commerciale US. Alors on va maintenant passer au graphique. Donc voici le graphique du DAX. Donc le DAX, nous étions d'accord pour dire pendant 15 jours qu'il était très soutenu et les points bas étaient payés. Et puis depuis le début de la semaine, je vous ai expliqué dès lundi dès mardi, qu'on était sous résistance et que ça pouvait refluer. Donc lundi, on a vu la résistance. Mardi, ça a ouvert en gap haussier et les vendeurs ont pris la main dès le début de la séance. Et je vous ai expliqué à quel point, lorsque les cours étaient sous le cours d'ouverture et que le chandelier était rouge, les vendeurs gardaient la main. Mercredi, on était dans un petit chandelier rouge en début d'émission, puis il y avait un support à 11 250, mais je vous ai dit que c'était un support intermédiaire et que en dessous, on pouvait potentiellement aller chercher MM200, ce qu'on a fait à 11 090 points. Et on a rebondi sur ce seuil pour reprendre 200 points. Et hier, je vous ai expliqué qu'il y avait support à 11 090 points et en dessous, il y avait la zone des 10 900 points. Alors on a été en dessous, on a été jusque 10 700 points. C'était violent. Fallait pas chercher à acheter un couteau qui tombe. Fallait pas chercher à jouer les chiffres. Fallait pas chercher à se mettre en face du marché. C'est généralement ce qu'on préconise quand il y a la BCE ou le NFP. Si quelqu'un vous dit j'étais à la vente, j'ai tout gagné, je suis trop fort, la fois suivante, il peut aussi être à l'achat et perdre 4%. Donc il n'y a pas de devin. Les NFP et les BCE, c'est très compliqué. Ça nous donne parfois des points d'entrée ou des décalages de marché et c'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, ce que je peux voir, c'est que le DAX, il est revenu sur une zone de soutien. 10 500, 10 700, c'est une zone tampon. On en avait beaucoup parlé au mois de septembre, d'octobre. C'est une zone clé à moyen terme.
Pour moi, tant qu'on est au-dessus de 10 500 points, techniquement, on est toujours en tendance haussière de moyen terme et on peut repartir au mois de décembre vers les 11 200, 11 400 points, si tant est que le rallye de Noël fonctionne et qu'il y ait un minimum d'appétit pour le risque et que Jeannette Yellen ne vienne pas semer la zizanie tout comme l'a fait Draghi hier. En tous les cas, on était dans un biseau haussier, on en est sorti par le bas et ça, eh bien, ce sont des figures chartistes très propres. Et vous voyez que ça ne ment pas. Vous voyez aussi que quand on a un marché aussi tendu à la hausse comme ça, que parfois il suffit d'attendre un petit peu et le marché repère 500 points. Et alors là, si on veut se replacer sur repli, on peut alors le faire. Sur le 440, la zone tampon, je dirais, c'est la zone des 4006-4007. C'est une zone qu'on a touchée quand on a fait ici un point bas en juillet. C'est une zone qu'on a beaucoup travaillé au mois d'août et de septembre et d'octobre quand on était à cheval entre tendance baissière, tendance haussière. Donc on était parti des 4007, on était monté à 5000, ça ne passe pas, Draghi n'arrive pas à nous faire passer le cap. On revient sur cette zone 4006-4007 et en fonction de ce qui va se passer dans cette zone de prix-là, on va soit repartir vers les plus hauts et avoir l'effet rallye Noël et en fait créer un range entre 4650 et 5000, ou bien on va enfoncer le clou, aller se faire peur vers 4004, 4005. Et là, ce sera un peu plus compliqué pour les banquiers centraux de gérer la situation. Quand on regarde l'Eurostoxx, qu'est-ce que ça donne? L'Eurostoxx, bah, vous voyez, c'est magnifique. Eurostoxx, tendance haussière, cassure de résistance, il était dans un range, il revient sur support, résistance, support, résistance, support. Voilà. C'est du ping-pong entre des seuils intermédiaires et des seuils majeurs. En fonction de la volatilité du marché et des news, on sait si... on peut en tous les cas essayer de comprendre si on va plutôt s'arrêter sur l'un ou l'autre. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on est toujours dans un marché qui techniquement est d'une propreté sans faille. Et là, on vient de passer de résistance à support. Je vous dis ça parce que si ce soir on finit à plus 2 sur les indices européens, je ne m'en étonnerais pas, en fait. Sur le Nikkei, on était monté pendant 2 mois en ligne droite de 3000 points. Là, on vient d'en perdre 500. Il n'y a pas le feu au lac, comme diraient nos amis suisses. Sur le SP500, c'est la même chose. À moyen terme, tant que le SP500 est au-dessus de 2000 points, il est largement haussier. À court terme, il est dans je pense qu'il se met dans une sorte de configuration en triangle. Donc à moins qu'on finisse à moins 4 ce soir et que l'ensemble des indices prennent la tangente baissière, pour le moment, on est revenu sur des supports de moyen terme en Europe et on est loin de donner des signaux baissiers majeurs en Asie ou aux États-Unis. Donc, prenons un peu de recul sur la situation et comprenons juste que le 440 est monté pendant 15 jours, qui vient de rebaisser en 3 jours et que la balle est au centre. Voilà. Alors, sur les actions françaises, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Je vais juste regarder le screener pour voir si quelque chose ressort. Parotte toujours aussi lourde suite à son augmentation de capital. Nicox en baisse après le regroupement par action. Sequana dans un range entre 3,40 et 4 euros. Pour l'instant, les 4 euros, ça passe pas. Puis vous voyez que les 4 euros, c'est une zone de gap sur Sequana, donc c'est très propre. Seb, qui était une des actions les plus haussières cette année, revient vers les supports après avoir inscrit un nouveau plus haut annuel et historique. Neopost, qui a déçu par ses résultats, continue d'être sous pression. AXA, donc je vous disais, la plus forte hausse suite à la publication de son ratio de solvabilité. Technip donc a signé un contrat, je vous en parlais tout à l'heure, et donc ça lui permet de se stabiliser. Total Gabon, ça c'était un titre qui arrive sur un support très très long terme. Regardez, je mets Total Gabon, graphique, maximum sur 15 ans. Et vous voyez que Total Gabon est en train de retrouver ses plus bas de 2008 et ses plus bas de 2001, 2002, 2003. Le titre vient de passer de 500 à 150.
et je vais le mettre sous surveillance. CGG Veritas est posé sur les 3 euros en attente du Prince Charmant. Je veux dire par là que le titre est sur les 3 euros, le pétrole est sous pression et pour l'instant il n'y a pas de velléité haussière. Donc aujourd'hui c'est une réunion de l'OPEP à Vienne. Si les pays membres de l'OPEP se mettent d'accord pour baisser la production de pétrole, alors les cours pourraient remonter, mais pour l'instant, il n'y a pas d'alliance en vue entre les pays du Golfe. On va regarder les matières premières rapidement, mais c'est le Forex qui m'intéresse le plus. Allez, je vais sur le Forex tout de suite. Patrick Henri Collard me dit: bonjour Monsieur Chéron, est-on dans le timing pour reprendre des positions sur le CAC, l'Eurostoxx et le DAX? Alors, on est potentiellement dans un meilleur timing à l'achat qu'on ne l'était il y a 3 jours, puisqu'on est 4% plus bas. Le timing de prise de position, par contre, nécessite qu'on attende potentiellement, si on est prudent, la publication du NFP cet après-midi. Voilà. Donc si cet après-midi le NFP fait que les marchés montent et que l'on valide le fait d'avoir rebondi sur des points bas de moyen terme, alors il est possible qu'on ait fait des points bas hier. C'est en tous les cas un scénario un petit peu vicieux qui me plaît beaucoup. L'USD-CHF, tiens donc, l'USD-CHF s'est pris une gamelle. Est-ce quelque chose d'incompréhensible? Eh bien non. Quand vous regardez la paire USD-CHF, vous constatez que la paire était dans un canal haussier et qu'elle s'est extraite par le haut d'un canal haussier avant de le réintégrer. Elle a échoué sur ses plus hauts de 2015. Voilà, donc là on a typiquement un phénomène où pendant 2 mois on a un rallye haussier, on casse une résistance juste avant des chiffres économiques majeurs ou bien une annonce de banque centrale, c'était le cas ici avec Draghi. Et puis là on a le contre-coup parce que tout simplement une résistance de cette taille-là, ça ne se passe pas aussi facilement. L'USD-Yen a reflué un petit peu, mais vous vous souvenez, je vous dis toujours que l'USD-Yen est le baromètre du risque. Est-ce que l'USD-Yen est baissier? Réponse, non. L'USD-Yen est neutre. Est-ce que l'USD-Yen a touché un support hier? Oui. Est-ce que l'USD-Yen est en hausse ce jour? Oui. Donc, moralité. L'appétit pour le risque est relativement neutre et non pas baissier. Des supports ont été touchés et pour le moment, il y a de l'appétit pour le risque aujourd'hui. Le NFP devra confirmer ou infirmer ce scénario de point bas de court terme et c'est pour ça que j'avais choisi le titre de la matinale. La fin d'année se joue ici. Donc sur le Forex, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer un petit peu de magie de l'analyse technique. Voilà, donc là je vous mets GBP USD et d'un coup d'œil, vous vous dites ah oui quand même. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points et le 5 points est là. En début de semaine, la livre cassait 1,50. Elle allait même à 1,49 en ligne droite et j'expliquais qu'il y avait une oblique, qu'on l'avait tenue au cours de clôture et que si ça tenait là, ça pouvait tout aussi bien rebondir. Résultat, 200 points de hausse en ligne droite pour la livre qui pour le moment s'accroche à son oblique et tant que l'oblique tient, eh bien les velléités tiennent aussi. Je vous disais hier dans l'émission La Matinale que le NZD avait une configuration haussière car il venait de sortir par le haut d'un range en force et il était en train d'évoluer au-dessus de sa bande de Bollinger supérieure. Donc l'AUD et le NZD, qui sont 2 monnaies très proches, puisque Nouvelle-Zélande et Australie, je vous ai dit hier, le NZD a l'air à court terme haussier et recherché par les opérateurs. Et l'AUD, même chose, je vous ai dit, il est pas mal, l'AUD, il est bien recherché également. Mais ma conclusion n'était pas sur ces paires-là, qui oui sont haussières à court terme et peuvent vous intéresser. Mais plus que cela, ma conclusion était de dire, si l'AUD USD et le NZD USD sont haussiers, eh bien il se pourrait que l'euro-dollar et la livre-dollar, qui vont quand même dans ce même panier avec les dollars des antipodes, ce sont toutes des monnaies contre le dollar, eh bien il se pourrait que l'euro et la livre n'aillent pas beaucoup plus bas. Et c'est pour ça qu'on avait regardé ce graphique sur la livre qui nous donnait l'oblique basse. Quant à l'euro, on avait vu ensemble un canal baissier
On avait vu un canal baissier et on s'en était extrait par le haut mardi. Mercredi, il y avait eu un pullback et jeudi, hier, on a explosé à la hausse. Voilà, donc là, typiquement, tendance baissière sur des spéculations et puis le jour de l'annonce, prise de bénéfice. On appelle ce phénomène acheter la rumeur, vendre la nouvelle. En fonction du NFP, soit on va aller rattaquer la zone des indices et on pourrait monter jusque 1,11. Sinon, on repasserait sous les 1,08 et les indices d'hier seraient un point haut potentiel. Voyez ce que cela donne à moyen terme. Ça donne un range entre 1,05 et 1,15. On venait de passer de 1,15 à 1,05. Il n'est pas anormal, illégitime et incompréhensible qu'on vienne de repasser violemment du bas du range au milieu du range. Donc l'euro, tout dépendra de cela. Le GBP, il se trade sur l'oblique moins facilement au cours actuel. L'AUD, le NZD reste soutenu et c'est donc potentiellement à mettre à profit. L'USD Yen est neutre. Oh, c'est ça, on a fait le tour. Et après, pour finir avec les matières premières... Les matières premières, donc on a... Ah, ça va m'intéresser. Les cours du riz qui reviennent sur un support clé. Donc ça, c'est quelque chose que je vais surveiller dans les séances à venir pour voir s'il y a réaction ou pas sur ce support clé. Quoi d'autre? Le brut léger. Notre cher WTI. Eh bien, il s'accroche aux 40 euros, aux 40 dollars, excusez-moi. Grâce au recul du dollar hier, on a préservé la zone basse, on est repassé au-dessus de 40 et on attend l'OPEP ce jour. En cas d'accélération et de cassure des 41,30 et de la MM 20 jours, on pourrait retrouver les 42, voire les 43, voire les 44 euros sur des spéculations de modification de la politique de l'OPEP. A contrario, tant qu'on est sous les 41 et si l'OPEP ne tape pas du poing sur la table, on a encore des risques de repartir à la baisse. Mais l'action-réaction, c'est-à-dire la baisse forte contrecarrée par la hausse forte d'hier, c'est quand même un phénomène qui neutralise la tendance à court terme et qui dit que la baisse ne sera pas aussi évidente qu'elle l'était au préalable. Et quoi d'autre sur les matières premières? L'argent aura dû... Ouais, ça tient le support, mais il n'y a franchement rien de spécial à dire. Et l'or, c'est pareil. Ça fait toujours des plus bas de plus en plus bas. Il n'y a toujours pas de signal haussier potentiel. Donc pour l'instant, les métaux, rien de spécial à vous dire. Voilà, donc c'est la fin de cette matinale. Alex me dit les chiffres PMI sortis vers 9h30, 10h10 étaient tous faibles. Oui, mais bon, les PMI aujourd'hui c'est vraiment mis de côté. Hein. Ce qui nous intéresse c'est le NFP. Thierry me dit NZD-USD, donc Thierry on en a parlé. C'est une des paires actuellement qui est la plus soutenue contre le dollar, donc c'est intéressant de la regarder. Donc voilà, on a fait le tour des marchés. À 14h30, vous avez les chiffres américains, les chiffres canadiens. Ça devrait bouger jusque 17h30, 18h. Après, les marchés américains vont gentiment terminer la semaine. Faites attention à la volatilité, soyez prudents, ne prenez pas trop de risques. Ce sont des marchés volatiles et dangereux. Dans ce type de marché, ce qu'il faut faire, c'est ne pas se faire mal et quitte à regarder le spectacle. Parfois, il vaut mieux regarder le spectacle et apprendre plutôt que de se brûler les doigts, voire de cramer un compte, tout ou partie, parce qu'on a voulu faire le cow-boy sur un marché ultra volatile et peu liquide. Voilà, donc des petits conseils de prudence en ce dernier jour de la semaine. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, une bonne séance, bon trading et je vous souhaite par avance un bon week-end. Je vous retrouve non pas lundi, mais mardi. Voilà, lundi je serai absent. Et je vous retrouve donc mardi avec grand plaisir. Voilà, bonne journée à tous et à mardi.